باش ها لا جست باش نحط يسجل باش تتسجل الكونفيرونس. لا هذه تو والجابوش معايا باش تسجل. انا باش ندور هي باش نحط اللوغو بيان سور. Voilà. Il y a deux piliers, deux monuments de l'État. Il faut déjà venir. Si on va regarder la chaîne directement monétaire. Nous avons ça. Donc, nous avons online, donc, si vous dites qu'il y a un directeur d'école, il y a aussi le directeur d'études, il y a le directeur de l'école, si vous voulez architecte, si vous voulez ingénieur, l'ingénieur, c'est enseigner aux agents. Ça, la différence de l'idée. Mais, est-ce qu'il y a une structure qu'on va ouvrir? Un télé, là, on a vu un télé. Voilà. Il y a là. Les centres de vie. Voilà. Les centres de vie, c'était le premier séminaire avec l'école du haut, avec l'école polytechnique. Donc, c'était la première. Bien sûr, en pédagogie, pour pouvoir maîtriser l'architecture qui est complexe, il faut chaque fois intervenir dans la structure, c'est un élément, il pose cet élément par rapport de la conception ministérielle. Normalement, les architectes sont des concepteurs de structure. خليش انت حتى تاخذ الطرق تنظيم الستركتور وما عرفتش الانجنيور مش عارف لا سوليسيون ستركتور راهي تصير اشتكي لك pour pouvoir analyser et voir toutes les typologies de structures et pouvoir la limiter, il n'y a pas mieux que la conception, la recette, etc. Et puis pour le moment les aspects formels, les aspects fonctionnels. Donc la structure c'est important. C'était عندنا صوت زي الوسط هذول كان مش مبروك ديسيدنت دولة تعالى لا donc cada um de nós merci beaucoup bon merci beaucoup donc هو السوشيال يعني زي مش كل يعني حاجه مستقبليه ولكن يجي فيها بيت وزاره انترناسيونال هما ليزينجينيور اكسترا pour pouvoir utiliser. Donc, ثلاث العاده انه لدي توا
Safa, اللي هي كونتيست تاع الزمانيه في الانستيتيوت صح البروجرام مليح لي زونسيون اللي تحتاج كلهم عندهم جون اكسبيريونس دونك vous suivre il va y avoir aussi معنا les ingénieurs peut-être aussi des étudiants معناتها ingénieurs معنا donc pour pouvoir à la fin arriver à concevoir c'est un traitement en groupe aussi on va avoir des projets des sélections porter on a un projet commun et puis le SNAP الناس اللي حضروا على الشهر 2019 يعني on a exposé les travaux de l'école il va y avoir صح en décembre 2021 si tout va bien الرب يسعدنا donc on va revenir déjà on sera en train de jouer un produit exposable on peut maintenant exposer donc elle a juste pas pour dire que le séminaire de culture c'est un moment pédagogique très important دينا avec les services avec معناتها financement enfin financement كان حد عنده شويه كومبيتونس معناتها كنا كونتي معناتها في الباهي وتوصلوا على فهم كونتي برضه structure باش منه هكايا اي بروجي تخدموا فيه مش تتناولوا لي اسبيكت بروجي تاعو راه structure سي كان مود دو كونسيبسيون شوفوا الكلام واش خدام شوفوا لي زوراج دار ولا نوفيل اكسبيريونس même en temps il y a un architecte qui participe à la conception ما عادش يشوفوا les structures tendues la structure يعني les champions ما عادش les structures les matériaux actuellement donc il y a de l'imagination et aussi du calcul et voilà اليوم هذا الصباح vous allez avoir une conférence magistrale من سي مبروك إلى سي مودي شعباني pour introduire le séminaire de structure اللي هو يمشيون في شهر وصل بعد تجري qu'on peut exposer au nom de l'école et les étudiants nous ont toujours fait voilà. D'accord? C'est je crois qu'il a dit le séminaire de structure par rapport à ce qui va vous dire pour les gens. C'est bon. J'espère qu'avoir et là, déjà, donc on va essayer d'introduire le séminaire. Essayer d'introduire avec 4 diapos. Après, je vais le faire et je vais laisser la parole à Sylvie. Si on peut parler structure, voilà, j'ai ce petit paragraphe qui résume un peu ce que c'est. On va se dire que la conception d'une structure est le processus qui inscrit dans une démarche de projet d'action vise la production d'un schéma structurel qui conduit à une construction stable. Ça, c'est l'architecte. C'est lorsqu'il conçoit sa forme et elle ne présente pas les éléments nécessaires pour sa stabilité, son projet est dès le départ avance. Et là, il faut bien se former pour ce premier point. Le deuxième point, on va dire peu déformable. Et je n'ai pas parlé de la résistance. Une structure, elle peut se déformer. Tu trouves dans cette table ma règle, je ne la vois pas. J'avais une règle tout à l'heure. Voilà. Tant pis, on va la chercher tout à l'heure. Il n'y a pas une règle là. Bon, c'est pas grave. Donc, une structure qui se déforme de trop, elle ne peut plus nous rendre le service auquel nous nous attendions. Un plancher qui se déforme de trop, c'est plutôt inoccupé. Résistant. En aucun cas, le matériau doit lâcher. Là, je dirais que c'est le métier de résistance. Et si c'est possible, évidemment, si on respecte ces 4 points, on pourrait dire que notre projet pourrait être abouti. À travers lequel il y a une bonne part de maîtrise de l'architecte pour que ce projet puisse aboutir à tout. Impossible, pour moi, ça n'existe pas.
Ça veut dire que des fois, on réalise des plans, mais on dit oui, ça ne peut pas marcher. Ça n'existe pas. Si on essaie de voir ce qui a été réalisé, je dirais que le terme impossible ou le mot impossible ne devrait plus exister. Et s'il y a des difficultés, il faut chercher côté matériaux, côté forme, côté. Il y a toujours une solution. Un tel projet, franchir 2 km de portée libre au milieu d'une faille sismique, le dernier sisme en cours de construction de ce projet est à peu près de 8, chose qui a fait agrandir un peu le projet encore de 1 mètre, il y a 2 km plus 1 mètre, et il tient encore avec une gorge dans laquelle on peut souffler à des vitesses supérieures à 100 km/h, c'est de la folie. Et dire après que c'est impossible, c'est pas possible. Grimper jusqu'à 1 km de hauteur et dire que c'est impossible, c'est pas possible. Donc, c'est un terme qui n'existe pas. Avec les viaducs de Millau, tous les records ont été affichés et dire que c'est impossible, c'est pas possible. Autrement dit, il n'y a pas une forme qui bloque l'architecte et que l'architecte devrait savoir qu'avec lui, il y a des collaborateurs. Il ne doit pas avoir pitié de ses collaborateurs. Ils ont les compétences pour gérer tout ce que vous voulez, pourvu que ça respecte les règles minimales d'une bonne structure. Voilà. Simplement pour introduire, je laisse Simone présenter un peu l'esprit architectural de ce métier, puis on va finaliser un peu le discours avec un petit aperçu sur le sujet. Merci. Bon, je vais commencer par la conclusion de la Donc, un petit aperçu de la feuille historique sur l'histoire des structures, parce que le séminaire ne date pas de l'année 2000. Et personnellement, je vois ma formation à côté structure avec elle. Je rends hommage aujourd'hui à 4 enseignants des personnes qui étaient très importants dans la formation de la société. Donc, monsieur Boutel, c'était Joël Manchel, les anciens de l'État, qui étaient installés pendant beaucoup de temps. Claude Morel, très gentil, et utile. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est des ingénieurs essentiellement, bon, sauf que les architectes, mais qui ont adapté l'enseignement de l'ingénierie aux architectes. Et tout est là. C'est ma volonté là quand même. On a bénéficié de cette formation et cette continuité qui doit exister entre l'ingénieur et l'architecte. Et ce n'est pas par hasard que nous sommes tout le temps ensemble. Aussi bien dans la direction de l'école, ensuite dans l'enseignement. C'est une question de complémentarité et de vouloir comment est-ce que l'importance de la formation de l'architecte, ce n'est pas seulement le projet. C'est l'éloignement de plusieurs disciplines. Aujourd'hui, c'est l'ingénierie et l'architecture, mais tout ce qu'on fait dans les arts plastiques aussi, tout ce qu'on fait avec les sciences humaines aussi, tout participe à la formation d'architecte et rien ne doit être négligé. J'aimerais bien vraiment trouver, comme en première année, il y a déjà des séminaires de représentation avec les arts plastiques. Il nous manque encore d'autres séminaires sur l'urbanisme, sur
la sociologie, le valeur des aides, l'espace, etc. Ça, il nous manque aussi des séminaires qui rentrent fondamentalement dans la formation d'architecte. L'architecte n'est rien sans ce gouvernement de discipline. Ça, je le dis, et c'est très important. On va travailler la main dans la main. Il n'y a pas d'ingénieur tout seul et architecte. Et cette démarche, on va la prendre à l'école. Même, un petit clin d'œil aussi, ce qui se passe pour les enseignements en quatrième année, l'habitude du projet, il faut vérifier les autres disciplines, les publics et l'électricité qui interviennent dans le projet d'architecture. Et la coordination, on va la découvrir à l'école et ne seulement pas ensuite, c'est en sortant de l'école dans les communautés. Ça doit s'apprendre la coordination à l'école. Ça fait partie de la développement de l'enseignement du projet. Pour moi, qui est fondamental. Bon, je reviens maintenant à notre séminaire que je considère un moment très important qui a démarré depuis les années 80, avant les années 80, ça s'est arrêté jusqu'à 90 avec le PFL. Ça a repris de 90 jusqu'à 97, ça s'est arrêté. En 97, en arrivant à l'école, j'ai renoué les contacts avec le PFL, j'ai été à le PFL pour reprendre les activités du séminaire en année 2000 jusqu'à 2003, avec essentiellement l'ordre. Ça, c'est pour l'histoire. Maintenant, il y a des compétences aussi bien à l'école, l'ingénieur et l'architecte, pour qu'ils prennent le relais. Donc, c'est l'essentiel des cours. Donc, moi, je vais dire aujourd'hui, avant les ingénieurs. Donc, c'est bon. Ça, je veux dire. Les ingénieurs, et ça, c'est très important. Aussi bien pour en tant que vous, encore enseignant, que par rapport aux étudiants, parce que demain, ils vont intervenir pour dans les ateliers, ils sachent ce qu'on développe. Et on continue à travailler dans la main, et ça fait que ça d'esprit que c'est vous qui moi nous l'avons. C'est fondamental parce que vous allez découvrir ça demain dans la vie professionnelle. Voilà. Donc, et pour vous rappeler, j'ai repris ma conférence de l'année dernière que j'ai fait avec l'association. On a fait ensemble. Donc, j'ai fait appel à ces membres. Je lui ai dit, bon, on doit rebloquer de la de l'État. Juste pendant la semaine du séminaire, cette année, il est là. On va le prendre. La conférence, on va associer les deux démarches ensemble. Et ça aussi pour dire que là, le travail, c'est un travail architecte-ingénieur. Se fait maintenant en collaboration quelque part. OK? Alors, je viens dans l'objectif du séminaire et de la formation pour dire que dans notre formation, on doit maîtriser le concept que a l'ingénieur pour pouvoir le conceptuel. Comme chez nous, comme les architectes, il y a l'idée du projet, il y a aussi l'idée de la structure. On ne commence pas par calculer. Ça, je l'ai appris depuis gentil. Quand j'étais à l'EPFL, il me disait, dans le temps, les architectes, on n'avait pas besoin de calculer. Mais vous devez comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la matière. Et ça, c'est un outil fondamental qui intervient dans la genèse de l'idée. Donc, je sais comment ça fonctionne, je peux prendre une décision dès le départ. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on essaie de faire passer comme ça aujourd'hui. Le calcul, c'est à la fin. Ce n'est pas au départ. Mais une fois que vous avez compris le système comment il fonctionne, hein, ça y est, vous risquez pas de trouver des surprises. Demain, on vous dit que ce n'est pas, c'est inconstructible. Parce qu'un ingénieur qui vient de déjà constructif, quand vous êtes suffisamment armé du concept, vous lui dites non, monsieur, voilà les principes qu'on peut appliquer. Donc, dans le deuxième seconde. Et c'est ce que on cesse de développer, c'est que ensemble, lors de nos enseignements, c'est vraiment complémentaire. Et vous allez le voir lors de la conférence. Bon. Je reviens maintenant à la conférence.
Il y a un enchaînement dans la préparation de cette intervention. On dit que vous liez un peu par l'histoire. J'ai commencé par le développement de l'homme. Dans l'architecture vernaculaire, comment un homme primitif a résolu le problème de structure dont son premier logement n'est pas connaisseur. Donc, aussi bien les structures mobiles qu'on peut le trouver dans les temps, il a répondu à un besoin d'une architecture mobile, aussi bien avec les constructions en bois et de la chose, aussi en fonction de son milieu, ou bien un abri simple avec des animaux, ou bien la construction se fait par ce qu'on peut avoir comme matériaux sur place. Et c'est toujours les mêmes principes, les matériaux, que ce soit une structure mince, modèle, égal à sa disposition. Et ça, on le trouve grâce à une structure en terre. La même chose, regardez ce que les habitants des différents parties de la planète ont répondu à cette question du logement, de la terre, de la pierre, tout qui est disponible. Et cette action, cette réaction par rapport à une activité qui est sincère, pas de rajout. D'accord? Et sans oublier une chose qui est extrêmement importante sur laquelle je dois insister dans l'approche conceptuelle d'un projet, ce qui fait la différence entre une architecture et une construction. L'architecture ne connaît pas, ne comporte pas un message symbolique, artistique, et je souligne ici, et esthétique, c'est une clé d'architecture, ça devient la construction. Et c'est là où on doit agir le plus. Quand vous ramenez un projet, d'accord, la mur, oui, c'est de la construction, c'est pas de l'architecture. Par contre, quand vous venez de vous-même, de votre art, vous allez ajouter cette dimension esthétique, aussi bien formelle, architecturale et spatiale, qui répond bien sûr à la condition majeure, à une valeur d'usage. Ça n'a pas de fonction, ça doit répondre à une fonction d'utilisation de l'espace, ça vient de l'architecture globale. Dans ce sens-là, on est bien des constructeurs. Et moi, ce que j'essaie de faire passer comme message à tous les étudiants depuis 30 ans, c'est ça. C'est avoir une architecture de valeur. Elle ne peut être une architecture de valeur que si elle contient cette dimension esthétique et valeur d'usage. C'est fondamental. C'est comme ça qu'on juge. Voilà un beau projet, voilà un projet moyen, voilà un projet qui est sur la construction. OK? Là, les différentes réponses sont trouvées dans la première réponse, les structures vernaculaires, à travers le monde. Regardez, cette dimension esthétique, c'est une réponse très. Il y a un besoin d'esthétique. Même dans les sociétés, on considère le mari, les primaires, c'est une valeur fondamentale, c'est un besoin là, c'est un besoin de vie. Et c'est une architecture de très grande valeur, une différente réponse que vous voulez. Et ça répond les questions primaires. On va trouver tout à l'heure existent déjà. Primaire, secondaire, tertiaire, l'enveloppe, l'architecture, les éléments structurants et l'organisation de l'espace. Ça, c'est une architecture de valeur esthétique qui répond à un besoin social, un besoin d'être humain qui habite un endroit donné. Elle ne peut pas peut-être être valable en Tunisie ou mais là où c'est produit, ça répond à une question, à une valeur d'usage global. Vous voyez ces distinctions. Alors, l'architecte aussi doit avoir un sens
de l'observation aiguë. On vous a, dès la première année, hein, comme il a écrit Grunewald dans son fameux livre, apprendre à voir l'architecture. On nous apprend dès le départ, dès la première, à avoir le sens de l'observation. C'est extrêmement important. Parce que tout ce qui nous entoure dans la vie peut être source d'inspiration, peut inspirer l'architecte. Quand on observe la nature, comment le bon Dieu a créé les choses et comment ça répond à des éléments élémentaires de ce Dieu, c'est là où on trouve parfois des réponses. Hein? Donc, vous voyez, la lignée, comment est-ce que nous avons répondu à l'apprentissage des différentes moules, on parle des coquillages. Hein? Il y a beaucoup d'architectes qui sont inspirés de ce type de coquillages. Vous voyez? Donc, avoir le sens de l'observation peut devenir une source d'inspiration. Les champignons, là, on s'occupe de la structure de l'arbre. Je me souviens, quand nous étions nous en première année, on faisait plus ces exercices, c'est que, hein, c'est l'ancienne génération, on faisait une analyse, bien sûr, des éléments naturels. Et on s'inspire, on essaie de créer des valeurs de design en partant de la vie. J'étais en première année, donc je me souviens dans les années, c'est ça bien, on a commencé à l'écrire en 1964. Voilà, un architecte qui s'était occupé de la veille, voilà, c'est la nature en tant que source d'inspiration. Le grand projet du stade de Pékin, oui, là, on a appelé c'est comment tout peut devenir une source d'inspiration. Alors, moi j'ai dit, ça c'est pas l'expérience, je le dis, je dis tout le temps à mes étudiants que la plupart des structures architecturales réalisées par l'homme, tendent à réaliser des formes géométriques, les raisons en sont évidentes. Des formes non géométriques offrent la plupart du temps des possibilités réduites en dimension spatiale à l'origine. Avec l'évolution de la technologie et des outils informatiques, tout devient possible et réalisable. Des projets étudiés informatiques en sont l'exemple. Zaha Hadid, on en parlera tout à l'heure, parce qu'à la fin du projet, nous l'avons invité à un certain moment, quand j'étais au conservatoire, dire qu'il y a une génération, c'est une arrière, c'est pas de on a fait une bonne de servir les femmes. Donc, ils sont été Zaha Hadid, comme le portugais, comme on a dit, la Soudan, comme on les a invités ici à l'école. Zaha Hadid, dans l'ordre de sa présentation, elle a présenté ses projets. Et elle disait, j'ai pu réaliser ces projets d'après d'avoir eu la possibilité et les ingénieurs de calculer. C'était impossible à réaliser, c'est incalculable. Avec l'évolution de technologie. Bien sûr, parce que c'est l'architecture pratiquement géométrique où chaque élément doit être confectionné à part pour pouvoir assembler. C'est de la technologie. Sans ça, on peut dire que de la discipline. Maintenant, avec l'évolution technologique, tout est possible. Tout est réalisable. Avec, bien sûr, aussi les modes qui sont à notre disposition. Alors, maintenant, je reviens à la méthodologie, parce que ce que je dis aussi est lié à l'approche conceptuelle de la chose. Hein? Donc, un projet d'architecture part de la programmation, la mise en forme de projet, des détails d'exécution, de la construction. Donc, il y a une phase de conception, il y a une phase de réalisation qui doit l'objet architectural. Donc, ce que le professeur de en certains projets, en différentes zones d'accès. À la fin, on peut s'attaquer au projet par la forme. Donc, l'idée du projet peut émaner en sorte de contexte, d'imaginer le projet dans son contexte. Donc, on a le programme, on a tout ce qu'il faut. Mais
On commence par, ça dépend, il y a des approches. On peut commencer par avoir un projet dans sa forme globale. Après la demande de la famille ne commence pas par les choses. Ou bien par la fonction. On peut commencer l'approche, on a un programme, on va essayer de résoudre le problème fonctionnel. Et le projet final, c'est le résultat d'une approche fonctionnelle. Je parle pas de dans certains projets. D'accord? Ou bien la structure. Là, maintenant, on peut, dès le PG, vous avez un projet qui est dans son approche globale, donc on fait, etc. C'est une approche qu'on va essentiellement développer de l'entreprise. On ne va pas commencer par le développement des sanitaires. D'accord? Donc, il faut avoir une vision globale, avoir un pratique structurel. Donc, il faut être suffisamment armé sur le plan théorique et pratique pour pouvoir déjà avoir une idée de tel type de structure que je vais réaliser. Ça doit avoir une telle écriture architecturale et que je dois réaliser. Mais le concept, c'est mon point de départ, c'est la structure. Et on va vous montrer tous les gens. Et bien sûr, le paysage, il est le même space maintenant du paysage que vous avez aussi de cette perspective de position comme dans l'architecture. Vous avez vu certains architectes qui proposent des projets dans un paysage et essaient de ne pas le perturber. C'est totalement s'intégrer dans le projet un petit peu dans le paysage. OK? Alors, les différentes typologies de structures. Donc, des points de départ, on regarde l'histoire. Quand on n'avait pas la pierre était vraiment en écriture de l'architecture. Donc, à partir de la pierre, nos ancêtres, que ce soit de l'homme à l'Égyptien, ont façonné l'architecture, mais ce qui est important, j'insiste là-dessus, la dimension esthétique. Le nombre d'or, la règle d'or, depuis l'architecture grecque et romaine. Tout est oublié des règles esthétiques, essentiellement esthétiques. Bien sûr, ça s'est construit, ça tient, mais ça répond à une préoccupation d'ordre esthétique et de côté artistique. Il ne faut pas oublier que l'architecture, c'est des arts. Les arts, parce que l'exemple le plus simple, que ce soit fait cette forme-là, c'est M. Bertrand un art qui travaille essentiellement en matériaux qui travaille à la compression, ou bien en pierre, qui travaille aussi à la compression. Quand on viendra tout à l'heure pour expliquer davantage sur mon mouvement concernant le fonctionnement de ces arts. Bien sûr, il y a des schémas statiques, vous allez retrouver ça dans beaucoup de distances de matériaux. Il y a des articulations, c'est une forme simple qui permet de construire de très grandes formes. Et c'est extrêmement utilisé, surtout pour les ouvrages d'art. Et choisir un arc avec deux articulations, ou un arc avec trois articulations, ou un arc encastré aux deux extrémités, ça ne répond qu'à un point bien particulier. À savoir que le plus simple, c'est l'arc à trois articulations qui, en termes de structure, il est isostatique. Isostatique, c'est-à-dire que ça se calcule rapidement, simplement, contrairement à ce qui est hyperstatique. Et en plus, lorsqu'on fait des arcs, c'est certainement de la préfabrication. C'est en usine. Il y a le côté transport. Et transporter un objet, ça nécessite un gabarit. Si on a un objet tel que ça, son gabarit est très grand, soit on le découpe en morceaux, des saucisses, soit on le prend en entier, et en entier, impossible de le transporter. Mais si on fait un troisième nœud, une troisième articulation, le gabarit transportable devient très petit. Et notre
ouvrage pourrait être transporté en 2 morceaux simplement. Et comme la fixation elle est automatique par là, notre ouvrage il est préparé presque en entier sans avoir à le découper en petits morceaux pour les besoins du transport. C'est-à-dire que quand on voit imaginer le système structurel, ça dépend de beaucoup de paramètres et en particulier comment on va le fabriquer et à quel endroit on va l'emmener et comment on va le monter, le montage. C'est la chose la plus compliquée parce que c'est ça qui optimise les problèmes de délai pour un chantier de Kif, chercher un arc, c'est bien aussi la forme, mais il y a aussi peut-être un besoin économique. Un arc plus haut, plus faible est la possibilité. Et à ce moment-là, on fait une petite référence à la possibilité d'économie de la matière. Vous voyez que plus c'est haut, on peut aller jusqu'à 33% par rapport à ces formes-là. À savoir, un arc, son problème, c'est un peu cette poussée horizontale. C'est ça qui va créer le grand problème des arcs. Et pour ce grand problème, on peut imaginer cet arc un peu plus écrasé, là, aplati. Vous voyez que la poussée devient dominante, contrairement à ce schéma-là. C'est la composante verticale qui est dominante ici, et la composante verticale, c'est le sol, c'est les fondations. Pour les fondations, ça supporte parfaitement bien cette composante. Mais la poussée, elle est en enjeu par rapport au sol, et ça va créer beaucoup de problèmes. Et c'est là que l'architecte devrait trouver des solutions. Les solutions sont de nature simple. Hein. Attention à ces formes-là, lorsqu'elles ne répondent pas aux règles élémentaires de bon comportement, ça peut introduire des frictions auxquelles la forme n'est pas apte à supporter. Un arc est fait pour supporter simplement de la compression. Si on charge d'une mauvaise manière notre arc, ça peut introduire des flexions qui vont être un peu violentes pour le comportement structurel. À savoir, la poussée, on peut l'absorber par ces simples petites barres et on ne voit même pas. Il y a plein de barres comme ça, c'est pas anodin, c'est pas placé pour le plaisir du décor. Non, c'est très très important, ces composantes pour la stabilité de ces arcs et pour absorber une composante gênante. On peut les voir ici par les arcs boutants. La poussée, elle est absorbée par ça, et regardez un peu ce qui est massif à ce niveau-là pour que ça bloque et ça tient. Pareil ici, où ce qu'on voit avec les structures traditionnelles au sud tunisien, et à chaque fois où on oublie de renforcer un peu ces hommes, ça va craquer parce que il n'y a pas une composante qui va absorber un peu ce méchant loup, la poussée. Lorsqu'on a des formes de révolution, il faut que ça suive. Comme le projet de Sainte-Sophie, il y a plus de 1400 ans, qui a été réalisé avec une très grande portée de l'ordre de 40 mètres, sans armature, sans rien du tout. Mais les ingénieurs et architectes de l'époque ont pensé à une manière de renforcement, à une manière d'empilement des composantes de construction, en jouant sur la légèreté de la pierre, pour que le projet aboutisse et le renforcement a été à ce niveau-là par un agrandissement de la forme pour que, même si ça pousse, voilà, on va placer un contrepoids. Et c'est le contrepoids qui va contrecarrer un peu cet effet de poussée. Ça marche. Pour revenir à la chaînette, la forme idéale pour supporter l'attraction, mais l'attraction, ce n'est que le négatif de la compression. Donc, si vous voulez réaliser une forme idéale ne supportant que de la compression, cherchez un peu la chaînette, enlevez votre chaîne et essayez de l'attendre, elle va vous donner la forme idéale. Si on l'inverse, on a aussi la forme idéale, que ce soit pour l'attraction ou si on l'inverse, c'est pour la compression. Et c'est avec ça que nos
ancêtres ont construit parfaitement bien leur demeure. Hein. Regardez, c'est la chaînette. Hein. C'est la chaînette. Si on inverse, on retrouve un peu la chaîne. C'est aussi simple que ça. En langage mathématique, c'est la parabole. Quand vous prenez la parabole, la tangente, elle est tout le temps. Tangente fait travailler la pierre à la compression. Perpendiculairement, tout élément qui, en tout point, travaille à la compression. C'est ça le génie d'utiliser la chaîne. Bon. Ici, c'est des formes en plan. C'est un peu la forme. En évolution, c'est la chaîne. Mais c'est toujours la chaîne. Côté flexion, ça n'existe pas. Et comme on a un matériau parfait pour la compression, si on lui introduit un peu des intrus, ça va nous aider. Et voilà, c'est comme ça que ça supporte un peu le bois propre et les effets de l'entretien en quelque sorte. Ça tient et ça tient depuis des centaines d'années. Le développement, l'utilisation, bien sûr, du chaînette, ce qui est très important, c'est le système, nous, les architectes, on doit jongler avec ça. Utiliser la place en tant que transmission des charges va vous donner du système architecture. Utiliser les lignes en tant que système de transmission des charges aussi va donner une autre architecture, une autre beauté. Et vous allez voir dans d'autres exemples comment certains aspects bien exploités, mais en revenant à nos architectures traditionnelles. Comment ils ont utilisé d'une manière ingénieuse et disciplinée. Donc, toujours les formes de révolution, un peu les coupoles. Toujours les coupoles, c'est un peu là, mais auquel on lui a donné une forme de révolution. Donc, si on répond à la forme idéale de la chaînette, ça donne une forme parfaite ne supportant que de la compression. Si on va chercher un peu les arbres au plein cintre, attention, au bois de chargement, qui pourrait introduire des intrus, la friction, qui pourrait un peu gêner. Maintenant, si c'est le béton armé, on n'a pas de problème, parce qu'il y a le béton et l'armature qui va supporter un peu cette fameuse sollicitation de flexion. Mais si c'est avec de la pierre, il faut faire toutes les attentions au choix de la forme. Et voilà un peu là, c'est plutôt, vous allez voir, c'est plutôt, on va chercher des formes. Je préfère chaînette parce que la chaînette et la parabole, mathématiquement parlant, ce n'est pas la même formule, mais c'est très proche, de l'ordre de 95-98%. La chaînette, ce n'est pas vraiment la forme parabolique parfaite, mais c'est en fait. On pourrait dire que c'est la parabole, et tant qu'on est un peu proche de cette forme, tant que le matériau pierre, parce qu'ici on a de la pierre, donc ça se comporte parfaitement. À savoir que les dimensions aussi, les portées sont des portées raisonnables. Même s'il y a des petites anomalies, c'est absorbé par un peu la faible portée de ces ouvrages. Sinon, on va tendre à faire des grandes portées, il faut que notre schéma suivi. Et à ce niveau-là, on va décomposer un peu notre forme de révolution en structure primaire, secondaire, pour pouvoir un peu absorber un peu ces effets de flexion introduits par cette forme. Et à ce niveau-là, chaque composante va pouvoir un peu assumer une mission. Les cerfs ici, c'est pour bloquer les arbres pour qu'ils ne s'éclatent pas, ils ne s'aplatissent pas et ils nous donnent un peu une instabilité de l'ensemble. Et c'est ce qu'on verra un peu avec tous ces ouvrages-là. Ici, on a des formes simples, hein, des arbres et des cerfs, mais c'est exactement la même chose. Ici, par la triangulation, ce qu'il faut comprendre, c'est que les contraintes, ça ressemble à l'eau. C'est un écoulement. Et on dit, parce que si l'eau ne trouve pas son chemin favorisant,
ça va créer une turbulence. Les contraintes, c'est pareil. Si on arrive à trouver le bon chemin pour les transférer vers le sol, notre structure pourrait un peu craquer quelque part. Donc, cherchez à cet écoulement. Si on est là, l'écoulement il est clair. Si on est là, l'écoulement aussi il est clair, toujours vers le bas. On ne peut pas chercher à faire remonter une contrainte. Si elle cherche à faire remonter un peu ce bazar, c'est tout craquera. Et pareil ici, là, c'est un schéma très simple. Il suffit qu'à ce niveau-là, pour absorber les fils de poussée, de placer un peu ces cordons pour que ça bloque. C'est comme des précontraintes, comme une ceinture qui va nous tenir. Alors, retenez bien, sur votre concernant. Voilà le texte. L'art de transmettre les charges en suivant des lignes. Créer une architecture. Lui, il a parlé en tant qu'ingénieur de faire transmettre les charges. Moi, en tant qu'architecte, je dis l'art d'utiliser ce système de transmettre des charges jusqu'au sol. Là, ensuite des lignes, ça crée une certaine structure. Là, ensuite, toujours des lignes, mais en suivant les hexagones, ça crée votre esthétique. C'est un système de triangulation qui assure une stabilité. Les deux langages sont complets. Lui, il a appelé un langage d'ingénieur. Moi, j'utilise la même chose, mais moi, le sens esthétique, tu dois l'acheter. C'est ça, moi, la complémentarité entre les deux est fondamentale dans notre affaire. La même chose, ça, c'est les solides, c'est très important. Bon, c'est l'industrie de produit. Regardez, là, le aussi transmettre les charges, qui dit une certaine esthétique. Et le projet d'appeler comment est-ce que, comme le portugais a utilisé cette charge, de transmettre les charges, il y aura dès les coupages, les structures porteuses des photographes que je connais. Et c'est un sens aigu. La valeur de ce projet, c'est donc sa valeur esthétique et architecturale et structurelle. C'est ce qui fait cette projet. Vous voyez? La même chose, nous pouvons mais regardez la révélation de la lumière, c'est une coupe comme ça, tout fait, ça va être petit. Parce que cette petite triangulation, c'est une question technique que l'on a résolue, l'architecte, mais à la fois structurée. On passe par la nappe. Oui, c'est une nappe. La vibration, la valeur esthétique, bien sûr. Le projet, c'est possible. À l'intérieur, la structure primaire, constituée par les arbres, secondaire, et c'est la couverture sur une simple chape de couverture. Tout simplement, c'est une structure tertiaire. Il n'y a pas alors structurelle. La structure, c'est ça. Et c'est l'élément de celui. La boucle, c'est un peu le développement des liens. Donc, si on a bien vu là, on fera bien la boucle. Et on peut la croiser parce que l'écoulement, l'acheminement, le transfert, déjà, serait simple et conforme aux règles élémentaires de bonne structure. C'est ça. Hein. Donc, il faut faire très attention à cette formulation. Attention, ce sont des formes qui n'admettent pas la concentration de charge. On ne peut pas réaliser un arc pour placer quelque part un poteau ou une poutre qui va l'agresser. Il y a une agression. Ils ne peuvent supporter que les charges uniformément réparties pour que ça se comporte correctement. Et c'est pour cette raison que nos ancêtres aussi ont bien jonglé avec cette forme. Parce qu'ils ne pouvaient pas réaliser la poutre, ils ne savaient pas ce que c'est la flexion. Ils n'ont aucune idée sur la flexion et ils n'ont aucun matériau pour supporter la flexion. À l'exception, on verra ça tout à l'heure.
pour qu'il me fasse un peu. Voilà. Vu cette forme, même le mode de construction va suivre et on va pouvoir les réaliser avec des choses élémentaires simples, une petite brique divisée sans pesar rien du tout, avec un petit joint de mortier de plâtre, et ça tient parfaitement bien. Pourvu qu'on ne va pas monter dessus et danser. Donc, ce n'est pas terminer cette forme tant qu'elle est fragile. Une fois on l'a bouclée, elle devient assez résistante et elle pourrait supporter un peu les charges d'entretien si entretien voilà. Mais avec les nouvelles technologies, notre groupe pourrait prendre une autre fonction, une autre échelle. Mais là aussi, c'est la préfabrication, c'est un peu la reproduction d'un élément qui, sur chantier, va nous permettre de finaliser le projet d'une manière extrêmement rapide. Et il y a l'usine qui va fabriquer, il y a le transport qui va acheminer un peu le produit, et sur chantier, tout ça va monter en un éclair. C'est un gain de temps énorme et une optimisation des chantiers extraordinaires. Associé d'arc et de fac, parce que ça me fait un linéaire et de surface. Intersection, il y a les deux. Je me bloque. Non, non, pas toujours le sens esthétique. La même chose, mais il y a des termes de la différence. L'architecte et l'ingénieur doivent respecter la nature du matériau utilisé. Le bois, c'est un excellent matériau de construction, mais sa fragilité, c'est à ses extrémités. Et toutes les attaches, les structures en bois, la décollée ou au bois naturel, passent par l'intermédiaire de composantes métalliques parce que c'est assez agressif pour les parties extrêmes du bois, les problèmes d'attache. Et c'est pour cette raison que une structure en bois liée à un appui ou à une liaison donnée, on va parler plutôt de clouage. Clouage avec S. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces de liaison. Et une force de liaison, elle est toujours assez importante. Maintenant, si cette force importante de liaison, on la décompose en 20, 30 ou 50 petits objets, les efforts de liaison deviennent minimaux et que le bois pourrait les supporter sans problème. On verra quelques projets tout à l'heure, vous allez voir que la fixation avec le bois va toujours avoir recours à cette décomposition des forces de liaison en un grand nombre de petites actions pour que les fibres puissent tenir correctement. C'est pour cette raison qu'ici, on va introduire des plaques métalliques. Et c'est à travers la plaque métallique qu'on va faire un peu l'assemblage entre éléments et autres éléments. On ne passe pas directement bois et autres. Le fameux palais des glaces avec une superbe coupole supportée par deux voûtes croisées. Attention, il y a plus d'un siècle. Il y a plus d'un siècle. À savoir que le beurre, il n'y a pas plus fragile que le beurre. Ça n'admet pas le problème de dilatation thermique. C'est le structure métallique. Celui-là, il peut craquer. Imaginez comment on va faire. Ça n'admet pas les grandes vibrations. Ça n'admet pas les grandes déformations. Et malgré tout ça, voilà, il y a un projet qui a été réalisé plus d'un siècle et que ça tient encore. Et ça va encore tenir. Ça veut dire que l'architecte, qu'on soit une forme, doit respecter et trouver toutes les solutions possibles pour le choix de son matériau de construction. Si vous choisissez le beurre, il faut savoir qu'il ne devrait pas bouger. La pyramide du Louvre, c'est 4 plans parfaitement plats, parfaitement dans un même plan pour que ça ne donne aucune distorsion des réflexions du monument qui l'entoure. Il faut que la planité
on n'en discute pas avec l'architecte qui a conçu un peu cet ouvrage. Et imaginez cette planité respectée malgré un peu tous les problèmes de dilatation, de forme, de comportement des charges, et c'est toujours parfaitement smart. Donc, choisir un matériau, il y a toujours des contraintes derrière jusqu'à l'architecte et ses collaborateurs vont trouver toutes les solutions possibles pour que ça reste toujours à l'image que l'architecte a déjà. Voilà. Les formes qui se construisent avec une aisance parfaite, il y a un peu de on passe aux photos. Il faut savoir que les photos, contrairement aux figurants, si on a un terrain, on va le tirer jusqu'à la vente. Un terrain, il n'a pas de limite. La limite d'un terrain, c'est le matériau choisi. Le bois, c'est un bon matériau pour travailler de traction, l'acier, c'est pareil. Le métal, ce n'est pas un matériau de conception du terrain. On fait des tirants en béton armé. C'est la voiture qui va prendre les choix. Pas le métal. D'accord? Maintenant, si c'est le poteau, l'handicap du poteau, c'est le temps. C'est-à-dire que si on a une règle plate, si on appuie sur une règle plate, elle va flamber avant qu'elle va casser. Elle n'est pas cassée. C'est-à-dire que avant d'atteindre la limite de résistance, on est déjà bloqué par une stabilité de poids. Et le grand problème, le grand méchant mot pour les structures, c'est un peu le flambement qui ne dépend que du mode de fixation. Un poteau qui est articulé à ses deux extrémités présente beaucoup plus de difficultés que s'il est encadré à ses deux extrémités. Toutes choses étant égales, un poteau encastré, il est beaucoup plus résistant qu'un poteau de bois. C'est pour cette raison que si on regarde les mâts d'électrification de haute tension, vous allez voir qu'à la base, on a une surface énorme auquel on accroche notre mât d'électrification et on se met une pointe. Pareil pour Burj Khalifa. À 800 et quelques mètres, il y a simplement l'antenne. Il n'y a plus rien. Mais à la base, on est à quelque chose comme, je ne sais pas, 80 ou 100 mètres. Pourquoi? Pour chercher un peu la stabilité à la base. Pour avoir un peu de l'ancrage. Et après, ça va danser avec le vent, mais danser peu déformable avec des limites. Donc ça, c'est très important. Et tous les éléments comprimés sont dimensionnés avant tout au flanc. Contrairement au tyran, il est libre le tyran. C'est pour cette raison qu'un choix structurel basé sur des composantes supportant de la traction, ça va toujours donner des structures entre guillemets légères. Contrairement au choix des structures à travers lesquelles on a des composantes comprises. La compression impose un peu de matière pour éviter les problèmes de stabilité de forme. Alors voilà, on prend ce mât et on a agrandi un peu sa section lumineuse parce que c'est ça la zone fragile par rapport à l'effet des mâts. Mais on l'a pas agrandi pour le plaisir des yeux. On l'a agrandi pour, ça fait un peu une esthétique intéressante, certes, mais c'est surtout le flambement qui impose un tel choix. Et si ce choix-là, il est esthétique, tant mieux. Du pire de tout. Donc, et c'est pour cette raison que, regardez, observez bien les mâts des bateaux. Vous allez voir un peu quelque chose de similaire. Un mât de bateau, qu'est-ce qu'on fait pour le renforcer? On vient à son milieu, on va rajouter des petites barres rigides auxquelles on va les attacher par des câbles métalliques que de loin, on ne les voit même pas. Mais en intérieur, on a une composante extrêmement rigide et qui pourrait un peu supporter les voiles et tout ce qu'on peut. On peut passer au portique. Juste à ce niveau-là, il faut savoir, en termes de structure, on peut dire qu'on voilà, a deux choses. On peut avoir une structure de
Photo et photo. Une telle structure, c'est deux structures. On a un photo d'un côté, un autre photo de l'autre côté. Sur le deux, on va poser une troisième structure. D'accord? Deux structures totalement autres et photo. Mais si on a fait pour le portique, on va changer un peu ça. Et le portique, regardez mon stylo, voilà. J'ai une seule composante. Dans laquelle on va appeler ça maintenant comme étant un montant, ça comme étant une traverse, et que il suffit de choisir qu'est-ce qu'on va choisir ici comme mode de liaison. À savoir, la portique, si on met 4 articulations, c'est un portique instable. Il suffit d'imposer, de bloquer un seul. Si je bloque un seul nœud, le portique devient stable. Donc un portique, on va articuler, on casserait en un seul nœud et les stable. À savoir, bloquer, c'est donner de la rigidité. En termes d'architecte, un portique articulé, entassé, pourrait avoir un peu cette forme. Si j'en casse ici, si j'en casse là aussi, il pourrait avoir un peu cette forme. Et ainsi de suite. Ça veut dire bloquer, c'est donner de la matière. Bloquer, c'est donner de la rigidité. On en discutera ça tout à l'heure. Et le choix du schéma esthétique, c'est plutôt un choix formel. C'est un choix d'une forme donnée, d'une esthétique donnée que l'architecte devrait un peu explorer. J'ai pris des encassements dans la matière. Si dit matière, donc ça va être plus cher. Donc, quand on compose, on a celui de la stabilité. C'est dans tous les schémas statiques, que ce soit au type où vous avez un encadrement, vous avez un moment de forme et l'attribution directe à une matière. Donc, c'est une question, il y a l'esthétique et l'économie. Les choix ne sont pas seulement d'ordre esthétique ou statique, mais aussi d'économie. Voilà. Une chose importante, c'est que la structure est fondée toujours sur le support est toujours le sol. Malheureusement, le sol n'est pas toujours assez costaud, assez résistant. Et pour ceci, dans la majorité des cas, on évite les encastrements au niveau du sol. Pourquoi? Parce que si on casse un encastrement au niveau du sol, on bloque, ça va introduire des effets de moment et ces effets de moment ne sont pas toujours les bienvenus pour la résistance des sols, le comportement des sols. Dans la majorité des cas, on opte pour des articulations un peu moins agressives que les encastrements et pour les articulations, on a toujours des petites solutions, contrairement à l'encastrement auquel on n'a pas de solution. C'est ce que je viens de expliquer. Tout est planifié, on verra quelques étapes tout à l'heure. Voilà. Regardez l'encadrement, regardez un peu les sections. Je ne vais pas parler de sections, mais plutôt d'inertie. Regardez un peu la forme ici, relativement par rapport à celle du côté bas. Il y a juste le minimum pour pouvoir supporter l'effet de la décharge de tout ce qu'on a comme information supportée par le regardez un peu ça par rapport à ça. Vous voyez là, il y a presque 2 ou 3 fois la largeur par rapport à ça. Et ici, vous voyez, il y a une petite composante, c'est le lame méconnu, une petite composante comme un système de cerveau pour que les charges se transmettent parfaitement bien dans le voilà. Le côté résistance climatique, comment ça se combat? On encasse, on va poser un effet de moment de discussion, on verra ce que c'est,
avec ça aussi, et articulé, on libère un peu le mouvement et on ne transmet que des chartes type horizontales, poussées ou verticales, c'est pareil ici. Regardez avec la décollée, tout ce que vous voyez ici, c'est un peu de clouage, tellement de fixation pour décomposer. Les efforts de liaison en un grand nombre de petits efforts et que ça ne devient pas assez basique pour le voir. Voilà. Une telle structure avec du lame décodé, on observe bien de par la forme de l'esprit de l'articulation par rapport à l'esprit de l'occasion. Regardez la matière. Regardez un peu souvent des exemples par rapport à ce qu'on a ici pour regarder les dissertations qu'on a ici. Ceci encastré, regardez. Ce qu'on a ici, on le retrouve un peu partout. Là, on a un parti qui est encastré en pied et 5 fois encastré. Et la forme, ça devient vite ensemble. C'est un choix de l'architecte. Et à ce niveau-là, on devrait gérer un peu ça. Et ça a une autre gueule, une autre esthétique. C'est-à-dire que choisir un modèle, c'est choisir une esthétique, c'est choisir une forme. Et c'est à vous de comprendre un peu l'idée à base de ce genre de forme, de structure, pour pouvoir composer. Si vous ne savez pas ça, vous allez passer à côté de la si on passe par les structures réticulées, une composante, des règles à respecter pour ce qu'on appelle des structures en tribu. On doit utiliser des éléments rectilignes, il n'y a pas d'éléments en aucun cas. On devrait composer la courbe par l'assemblage d'éléments. L'assemblage entre 2 barres, 3 barres ou 4 barres devrait être du type articulé, deuxième condition. Troisième condition, les charges ne peuvent être appliquées qu'au troisième. Impossible de trouver une action à ce niveau-là. Et que la dernière nous propose un système tel que ça devrait être ça. Si on respecte ces règles, on peut se dire qu'on a une structure en tribu. Si on ne respecte pas ces règles, on a du n'importe quoi et ça ne va pas tenir. La préoccupation, élément rectiligne, articulé, charge appliquée au nœud, et que l'ensemble devrait constituer une structure statique. Et ça va nous donner toute une panoplie, en général, ce sont des développeurs qui ont fait un peu leur job depuis plusieurs décennies. Et si on dit on a une contremprate, c'est une forme bien particulière. Regardez, là, ça s'appelle prate, et là, ça s'appelle omniprotence, c'est la même chose à l'exception de l'orientation des diagonales. Cette structure, elle favorise la traction, cette structure, elle favorise la compression. Moi, ingénieur, je dirais, elle est parfaite pour le bois, elle est parfaite plutôt pour l'acier. Et une structure en acier faite avec le modèle mot, à mon sens, c'est une bêtise. Pourquoi? Parce que ça va surcharger la structure et gratuite. On verra tout à l'heure une structure de à peu près de 120 mètres sur ce principe. Avec cette structure, on peut tout faire. Hein. Et d'ailleurs, les gratte-ciel, certains gratte-ciel sont faits avec ces structures en tribu. Vous voyez un peu le accord physique, c'est sans périphérique, c'est une structure de certains formes. Et qui va pouvoir résister à l'équilibre parce que c'est quoi une telle structure? C'est une méthode qu'un encastrement, qui pourrait être un peu comme ça, et un encastrement, c'est voilà, si on l'adresse avec une force donnée, ça va résister, il faut que ça tienne correctement par rapport à l'équilibre. Vous voyez que cette structure est possible de la pencher et elle aura un peu le même comportement. Et on pourrait la retrouver dans les structures de poutre simple, comme on pourrait la retrouver dans les structures de stabilité des formes qu'on verra. Et voilà, avec ces structures-là, on peut faire des merveilles. Hein. C'est des grandes couvertures avec une structure en arc tridimensionnel, qu'on appelle. Ça engendre un peu des portées trop importantes, sans plier, sans esquinter l'espace, puis avec des éléments modulaires répétitifs que ça va nécessiter simplement un génie momentan.
Et regardez bien, lorsqu'on opte pour les structures en trilingue, le chemin devient libre pour la bonne conception. Imaginez un peu ce porte-à-faux là. Avec le bêta armé, ça sera impossible. Mais la possibilité, elle existe avec d'autres structures en trilingue. Et vous imaginez là, regardez un peu l'échelle humaine et cette idée-là, combien il a cherché un peu de vie. C'est possible parce que le comportement RDL nécessite ici une forme pour regrouper un peu ce porte-à-faux et cette forme, on pourrait la réaliser avec un minimum de matière tout en respectant toutes les conditions nécessaires pour la stabilité, la résistance et le taux de déformation. Et à vos esprits, tout est possible. Vous pouvez jouer, changer, faire ce que vous voulez. L'architecture, si on maîtrise l'esprit de la structure, rien n'est impossible. Voilà une idée passerelle sympa et que ça fait un peu animer un peu une petite facette. Pareil avec les espaces, oui, qu'est-ce qu'il faut comprendre si je prends une feuille, là c'est une feuille, on n'a aucune stabilité, aucune résistance, ça n'a rien du tout. Mais on pourrait l'aménager autrement pour que ça devienne un élément de structure. Et moi, j'ai rien dit. J'ai simplement changé la forme de la feuille. Je n'ai pas rajouté de la matière. J'ai remodelé ma forme. Et en remodelant ma forme, j'ai changé sa rigidité. Et maintenant, j'en change l'espace. Voilà, avec la même feuille. Il n'y a pas. Je ne triche pas. Et on joue avec ça, que ce soit avec les formes courtes ou avec les choses deviennent simples. Pourquoi? Parce qu'une feuille mince, on verra tout à l'heure, son inertie, elle dépend de son épaisseur, et la feuille n'a pas d'épaisseur. Si on lui donne un peu une forme plissée, maintenant, elle va commencer à avoir dans l'espace de l'épaisseur, parce que son épaisseur, elle va dépendre un peu de tout ça. Et j'ai changé sa rigidité. Je n'ai pas rajouté de la matière, elle reste toujours la même. Mais j'ai joué sur sa forme, et en jouant sur sa forme, j'ai joué sur sa rigidité. Et elle devient une composante avec laquelle je pourrais formuler des sens. Très important. C'est un peu le génie des bouts, hein, la boucle. C'est quoi? C'est la boucle. Et voilà, c'est pas des possibilités clairement, il y en a tellement, c'est à vos crayons et qui peut imaginer, voilà, oui, exactement. Voilà, je vais garder un peu de composition qu'on peut faire. Voilà. Ici, la stabilité, elle devient très simple. Il n'y a pas de poteau ici, mais il y a une corde. Hein. Si on va lier l'ensemble par une ceinture et qu'on va bien serrer, ça devient comme une pré-contrainte. Et c'est cette pré-contrainte qu'on va faire un peu à l'appui, parce que si on lie une corde, pour que ça tombe, il faut qu'elle s'éclate. Et si elle s'éclate, ça veut dire qu'on a mal dimensionné un peu. Donc, il suffit d'avoir une grande ceinture à ce niveau-là, bien attachée, qui va soutenir un peu ensemble et qui va formuler l'appui à travers le vide. Sinon, on peut jouer, faire des plis avec des angles particuliers ou avec des ondulations. C'est toujours le même esprit. On joue avec la rigidité d'une feuille, d'une plaque, d'une coque, qu'on appelle aussi, voilà, qu'on obtient. Avec le CNIT à Paris, c'est l'aéroport qui a été construit dans les années 60, 260 mètres à deux cafés, pour communiquer des gens en plus ces formes de structure de coque qu'on appelle en jargon de structure, ou les membranes. Et voilà, il y a plus de 200 mètres ici. Regardez,
toujours, mais avec des arêtes assez rigides au bord. Voilà, on peut parler des structures de la chaînette, mais de reposition, là, ça pivote, qu'on va appeler paroxysite elliptique, ou alors la selle à cheval, qu'on va appeler la paroxysite hyperbolique, en abrégé PH, et là, ça se comporte de manière intéressante, et ça donne une structure comme ça. العشرة طويلة. Donc voilà, on ne peut que jouer là. C'est l'inspiration, si vous l'avez, il n'y a aucune limite. Pareil, avec le dessin, avec le bois, avec des éléments linéaires. Voilà, c'est des règles, là. C'est des composantes totalement. C'est des éléments droits, sans pas plier. Voilà. Avec les diacrites, là aussi, c'est toujours à l'extrémité des structures, ça donne des structures parfaitement stables et ça fait un peu toutes les règles de bonne conception. Voilà, on le voit ici. Avec la triangulation, l'écoulement est beaucoup vite, ça va rapidement, sans problème, et ça va rejoindre un peu les fondations en toute défense. Les champignons, c'est bon. Oui, c'est toujours les intéressés. Ça, c'est une structure en champignon. Donc, et c'est toujours faire passer des charges, concentrer en un point tout ce sol. Les champignons aussi, c'est une structure qui a été utilisée et ça donne cette sensibilité utilisée dans plusieurs types d'évolutions, que ce soit dans l'extérieur. Pour les structures membranes, on pourrait trouver trois technologies en quelque sorte. Voilà la membrane simple, à travers laquelle on va souffler de l'air, on va souffler au sol et elle va se gonfler avec la pression qui va exister à l'intérieur. Soit la double membrane et on va souffler de l'air entre les deux membranes. Et en soufflant assez d'air, ça va nous donner un peu la forme pour essayer de garantir un peu l'entrée du sol. Ou alors un peu des bouddhas et là on a besoin de la pression pour donner de cette forme. Et avec ça, on pourrait jouer comme. Donc voilà, je n'ai pas encore. Essentiellement basé sur les bouddhas. Donc c'est ça l'intérêt, c'est qu'on crée une forme des bouddhas qui sont juxtaposés, ensuite liés. Voilà. Et ça donne une architecture qui est pas mal. J'ai peut-être assez parlé, mais je tiens à vous dire que je n'ai pas encore démarré. Et comme je n'ai pas encore démarré, on va prendre une petite pause. Comme ça ne sera pas un choc pour vous tout à l'heure. Et je vous garantis que ça va être intéressant. Un rappel des éléments de base. 10 minutes, c'est ça. Un seul frère. Non,